Bonjour et bienvenue à tous dans cette fenêtre sur la Tunisie. Cette première édition où on va explorer les enjeux géopolitiques et les dynamiques internationales depuis le cœur de la Méditerranée. Ce podcast est le fruit d'une collaboration inédite et enrichissante entre la radio électronique VOA, basée ici à Tunis, et la prestigieuse chaîne CGTN, pour vous offrir une perspective unique sur les événements qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir une figure éminente dans le domaine académique et stratégique, le docteur Adnel Limam, un professeur universitaire, spécialiste reconnu en droit public et relations internationales et aussi le fondateur de l'Académie Hanoun des études stratégiques. Dans un contexte régional et international marqué par des tensions persistantes et des événements géopolitiques accélérés, notre discussion se focalisera sur un sujet d'une importance capitale, les relations sino-arabes, à l'approche du sommet sino-arabe qui se tiendra prochainement en Chine. Nous discutons ensemble la réalité de cette coopération, ses défis actuels et les perspectives de son développement futur, notamment à la lumière des bouleversements qui connaît le Moyen-Orient. Comment ces relations évoluent-elles face aux crises? Quels sont les enjeux de ce sommet pour la stabilité et le rééquilibrage des puissances mondiales? Et quel rôle peut la Chine jouer dans cette région stratégique? Autant de questions que nous allons poser et aborder avec notre invité de marque. Restez avec nous pour une analyse profonde et éclairante. Docteur Adnel Limam, bonjour. Bonjour. Comment vous voyez l'état actuel au Moyen-Orient? Il s'agit bien évidemment d'un événement de grande importance. Le système mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale est mis à l'épreuve par la nouvelle politique américaine qui constitue en fait une application pratique de la nouvelle doctrine géopolitique américaine. Bien évidemment, la guerre contre l'Iran, l'agression plutôt pour être en phase avec le droit international, l'agression caractérisée menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran va très certainement constituer un point de bascule dans le monde, un point de bascule systémique. J'explique. Nous avons hérité d'un système international qui a été bâti après la Deuxième Guerre mondiale et qui fait du droit international l'arbitre des conflits entre les États. Les relations internationales entre les États sont gouvernées par des règles du jeu. Ces règles du jeu, bien évidemment, sont très souvent violées, mais les États, même qui violent les règles du droit international, prennent la peine d'essayer de se justifier. Aujourd'hui, avec la nouvelle administration américaine et la nouvelle doctrine géopolitique américaine, les États-Unis ne prennent même plus la peine de se justifier au regard du droit international. Nous avons affaire à un président qui déclare qu'il ne se considère pas lié par le droit international, que seul lui-même peut se fixer ses propres limites. Bien évidemment, ceci, il faut bien le comprendre, est une évolution désastreuse et catastrophique pour l'ordre international en vigueur. Le dernier à avoir dit et proclamé ça n'est autre qu'Adolf Hitler. Et cela nous a mené par la suite à une guerre mondiale dont nous savons tous les conséquences. Donc, après le Venezuela, nous avons aujourd'hui le dossier de l'Iran. Les États-Unis, avec leurs complices israéliens, ont mené une guerre d'agression caractérisée contre l'Iran au mépris du droit international et au mépris même de la vie de leurs propres alliés. De ce fait, donc, le résultat de cette guerre va puissamment contribuer à
à, disons, modeler le monde de demain. Le monde de demain sera largement dépendant des résultats consécutifs à cette guerre, des résultats de cette guerre. Si les États-Unis accomplissent leurs objectifs et réussissent à changer le régime en Iran et à le remplacer par un régime qui soit favorable ou qui soit aligné sur les États-Unis et Israël, ce sera, à n'en point douter, une très grande catastrophe pour le monde entier, puisque nous allons vivre dans un monde gouverné par la loi de la jungle. Et nous allons bien évidemment voir les États-Unis mettre la main sur 80% des réserves mondiales en pétrole. Si nous considérons le pétrole vénézuélien, le pétrole américain, s'ajoute à cela le pétrole iranien et le pétrole de toute la région, puisque si le régime iranien tombe, il y aura tout un équilibre qui va chuter avec, et il y aura bien évidemment une hégémonie américaine totale sur la région, et tous les États de la région, dont en premier lieu ceux du Golfe, seront purement et simplement vassalisés et n'auront strictement rien, ils vont perdre leur souveraineté et n'auront strictement rien à refuser aux États-Unis. Et cela, bien évidemment, est de nature à avoir des conséquences extrêmement graves pour le monde entier et particulièrement pour la Russie et pour la Chine, qui est dépendante au niveau de son approvisionnement énergétique du pétrole du Golfe. Oui, effectivement, pardonnez-moi, docteur, concernant les pays arabes, comment vous décrivez la réaction de l'Iran envers les pays, surtout les pays arabes et notamment les pays du Golfe? Bien évidemment, il faut ici retourner aux évidences. Il est évident que l'Iran a le droit de se défendre. Ce droit lui est donné par la Charte des Nations Unies, par le droit international et par toutes les législations mondiales à travers toute l'histoire de l'humanité. Le droit de se défendre est un droit légitime et naturel. L'Iran a fait l'objet d'attaques de très grande ampleur et d'une très grande gravité par les Américains et les Israéliens. Ils vont se défendre, ils vont riposter. Et comment vont-ils riposter? Ils vont bien évidemment riposter sur des objectifs américains, sur les bases américaines qui se trouvent dans la région et qui sont directement impliquées dans la guerre que mènent les États-Unis contre l'Iran. La plupart de ces bases sont directement impliquées dans les opérations de guerre. Il est donc tout à fait naturel pour l'Iran de riposter, de viser ces bases et d'essayer de se défendre en les détruisant ou en endommageant gravement les équipements militaires qui s'y trouvent. Donc l'Iran, en attaquant, pour récapituler, l'Iran, en attaquant les bases militaires qui existent dans la région, exerce un droit naturel de défense à la défense légitime. Et si on prend à contrario les choses, c'est-à-dire qu'on dit à l'Iran de ne pas riposter sur les bases américaines qui se trouvent dans la région, c'est comme si on demande à l'Iran de ne pas se défendre. C'est comme si on demande à l'Iran de subir seulement et de renoncer à se défendre, ce qui est totalement illogique et totalement incohérent. Le problème de ces bases, ce n'est pas le problème de l'Iran, c'est le problème des États qui ont accepté de donner des bases aux États-Unis dans les régions. En plus, ces bases ne sont pas en fait sous le contrôle de ces États. Ils sont sous le contrôle des États-Unis d'Amérique qui font ce qu'ils veulent dans ces bases-là. Et ces États sont incapables d'empêcher les États-Unis d'attaquer l'Iran à partir de ces bases-là. Donc, en fait, en toute logique, normalement, ces États doivent accepter l'idée que les États-Unis ont agressé l'Iran et que l'Iran
a le droit de se défendre en attaquant les bases américaines qui existent dans la région. Et comment vous voyez le futur de ce conflit? Le futur de ce conflit, je peux affirmer dès maintenant que le résultat de ce conflit va déterminer le monde de demain. Aurons-nous, comme nous le souhaitons tous, un monde véritablement multipolaire, ou bien allons-nous revenir au monde unipolaire dominé par les États-Unis d'Amérique? Si les États-Unis réussissent à atteindre leurs objectifs et à faire tomber le régime iranien, ce sera une évolution extrêmement grave et catastrophique pour le monde entier. Tous les États faibles, non nucléaires, qui sont incapables de se défendre face aux États-Unis, perdront leur souveraineté et seront vassalisés par les États-Unis qui déjà cherchent à trouver des institutions alternatives à l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de la paix créé par Trump a pour ambition d'agir sur le monde entier. Il n'a pas pour ambition de se cantonner au problème de Gaza seulement. Ils ont affiché leur intention d'exercer une sorte de suzeraineté sur le monde et ses problèmes à partir de ce Conseil de la paix présidé par Trump. Donc, nous vivons maintenant, avec cette guerre, une période charnière et un point de bascule systémique. Si les États-Unis réussissent dans leur entreprise totalement contraire au droit international, nous allons revenir à un monde unipolaire. Les intérêts des grands États comme la Chine et la Russie seront directement menacés. Si les États-Unis prennent le contrôle de toute la région, c'est eux qui décideront des prix du pétrole. Ils pourront démanteler l'économie russe, ils pourront faire monter les prix, porter un préjudice grave aussi à l'économie chinoise et contrôler le flux énergétique qui va vers la Chine. Mais aussi, ce sera bien évidemment un très mauvais exemple et une catastrophe pour tous les États du monde, sans exception, même pour l'Europe, en fait. Mais l'Europe n'a pas suffisamment de lucidité pour voir les choses comme elles sont et pour calculer les conséquences de cette aventure très dangereuse. Si, par contre, l'Iran parvient à résister et parvient à mettre en échec le projet américano-sioniste, ce sera bien évidemment un pas décisif vers l'avènement d'un monde multipolaire et bien évidemment la plupart des États du monde bénéficieront de conséquences tout à fait positives par rapport à un résultat qui ne consacre pas le succès et le triomphe des États-Unis. Nous irons vers un monde multipolaire. L'Iran aura prouvé au monde entier que les États-Unis sont devenus incapables d'imposer leur volonté par la force militaire et que, par conséquent, il faut institutionnaliser un nouveau monde sur la base d'une multipolarité réelle et existante et qui a été mise à l'épreuve dans cette guerre-là. Revenons, docteur, vers une autre fois les pays arabes. Quel choix aujourd'hui devant les pays arabes, notamment les pays du Golfe? Quel choix, à quel niveau? Comme choix stratégique dans l'avenir. En fait, le monde entier, les États du monde entier, hors Occident, bien évidemment, ont intérêt à ce qu'il y ait un monde multipolaire, à ce qu'il y ait plusieurs pôles dans le monde qui délibèrent sur les affaires du monde d'une manière équilibrée et juste.
Donc les pays du Golfe eux-mêmes ont un intérêt stratégique majeur à ce que nous ne revenions pas vers un monde unipolaire uniquement gouverné par les États-Unis, puisque si cette politique hégémonique américaine continue et impose ses vues et sa volonté, bien évidemment, les pays du Golfe vont perdre tous les attributs de leur souveraineté et vont être carrément vassalisés par les États-Unis. Ils perdront même le contrôle de leurs ressources, le contrôle des prix, etc. Les États-Unis ne manqueront certainement pas d'étendre leur hégémonie totale sur la région et en collaboration étroite avec leur allié israélien. Il y a déjà des projets annoncés pour une domination israélienne sur la région, consolidée et approuvée par les États-Unis. Donc, les pays du Golfe eux-mêmes, en fait, ont intérêt à ce que les États-Unis ne gagnent pas cette guerre et ont intérêt à ce qu'il y ait un monde multipolaire dans lequel ils peuvent préserver leur souveraineté et peuvent préserver le contrôle sur leurs ressources pétrolières et gazières, notamment. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure les gouvernements de ces États sont lucides par rapport à cette question, mais d'une manière objective, nous pouvons affirmer que tous ces États ont un intérêt majeur à ce que les États-Unis ne réussissent pas à imposer cette politique hégémonique à l'échelle mondiale et notamment dans leur région à travers cette guerre imposée à l'Iran notamment. D'accord. Docteur, est-ce que la Chine peut jouer un rôle dans ce conflit et lequel selon vous? C'est une question assez délicate. Nous savons que la Chine a toujours privilégié la voie diplomatique, a toujours appelé au dialogue, a toujours essayé de garder une position équilibrée par rapport à tous les protagonistes des différents conflits dans le monde, et notamment les conflits qui agitent le Proche-Orient, mais s'agissant particulièrement de cette guerre, la Chine est très certainement pleinement consciente que les choses ne s'annoncent pas bien, que la diplomatie ne peut rien régler par rapport à ce conflit et que, bien évidemment, la Chine a un intérêt quasi vital à ce que les États-Unis ne gagnent pas cette guerre et à ce que le projet de changement du régime iranien par la force militaire échoue. La Chine, normalement, et en toute logique, je la vois plutôt du côté de l'Iran, je la vois plutôt apporter un soutien conséquent à l'Iran pour mettre en échec le projet américano-israélien de domination totale sur la région, puisque même les approvisionnements en énergie de la Chine, si les États-Unis réussissent à faire tomber le régime iranien et à le remplacer par un régime qui leur est acquis, même ces approvisionnements seront totalement contrôlés par les États-Unis, ce qui constitue bien évidemment une menace importante ou même très importante pour l'économie chinoise qui est largement dépendante de l'importation des hydrocarbures. D'accord. Sur le plan diplomatique, nous savons que la Chine a joué auparavant un rôle de médiateur notable, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Est-ce que selon vous, y a-t-il possibilité de rejouer ce rôle cette fois, mais avec cette nouvelle conjoncture diplomatique ? Oui, il y a matière aujourd'hui à ce que la Chine joue un rôle important
non pas entre les États-Unis et l'Iran, ou entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran d'un autre côté, mais entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La Chine peut contribuer à calmer les choses dans le sens du fait de convaincre les Saoudiens que les Iraniens, en attaquant les bases américaines, ne peuvent pas faire autrement, ne peuvent pas subir des attaques américaines sans riposter, sans exercer leur droit légitime à la défense, le droit de se défendre. Et donc d'empêcher que l'Arabie saoudite rejoigne une coalition contre l'Iran avec aux côtés des États-Unis et d'Israël pour faire la guerre à l'Iran. Ce serait extrêmement dommageable en premier lieu pour l'Arabie saoudite elle-même. La Chine a un rôle à jouer dans ce sens pour convaincre les Saoudiens de ne pas rejoindre une coalition anti-iranienne et pour les convaincre et pour convaincre l'Iran de ne pas aller au-delà du ciblage des bases américaines qui existent dans la région, c'est-à-dire que l'Iran s'engage à ne pas attaquer d'autres objectifs, des objectifs autres que les bases américaines dans la région. Dans ce contexte, docteur, cette année se tiendra le sommet sino-arabe, bientôt en Chine. Comment vous voyez les relations sino-arabes? Les relations sino-arabes sont extrêmement importantes pour les deux parties, pour la Chine et pour le monde arabe dans son ensemble. Pour la Chine, le monde arabe constitue une voie clé de passage de la route de la soie, constitue l'essentiel de l'approvisionnement en énergie. Plus de 50% de l'approvisionnement en énergie de la Chine provient du monde arabe et du Golfe en particulier. Le volume des échanges commerciaux est extrêmement important. Il se chiffre en plusieurs centaines de milliards de dollars et va dans un sens, va très certainement augmenter considérablement, augmenter dans les années à venir. Pour la Chine, le monde arabe est l'un des pris dans son ensemble. Le monde arabe pris dans son ensemble est l'un des principaux marchés pour la Chine. Mais sur tous les plans, ces relations entre la Chine et le monde arabe présentent un intérêt majeur pour les deux parties. Pour le monde arabe, bien évidemment, la Chine, tout le monde arabe a un intérêt, un grand intérêt à ce que la Chine soit parmi les joueurs clés du monde et soit bien évidemment l'un des principaux États de ce monde multipolaire que nous souhaitons tous. Le monde arabe a énormément de bénéfices à tirer de sa coopération avec la Chine. Le transfert de technologie, le saut vers un monde où l'intelligence artificielle joue un très grand rôle. La Chine est leader dans ce domaine et peut beaucoup apporter au monde arabe. Nous ne pouvons pas, en fait, dénombrer tous les bienfaits de cette coopération stratégique entre la Chine et le monde arabe. Nous nous limitons au fait de constater qu'il s'agit là d'une coopération qui est quasi vitale pour les deux parties, pour la Chine d'un côté, pour des raisons géopolitiques, stratégiques, géostratégiques, géoéconomiques même, et pour d'autres raisons aussi, et pour le monde arabe qui, bien évidemment, n'a aucun intérêt à subir une hégémonie américaine ou occidentale qui a très largement montré ses méfaits et son vrai visage à l'occasion de beaucoup de crises qui ont agité le monde arabe. Donc cette coopération est bien évidemment quasi vitale tant pour la Chine que pour le monde arabe.
Justement, dans ce cadre, le président Xi Jinping évoque régulièrement la construction d'une communauté de destin sino-arabe. Que signifie concrètement, docteur, ce concept sur le plan géopolitique? Sur le plan géopolitique, comme nous l'avons dit, la Chine, le destin futur de la Chine est étroitement lié au monde arabe sur plusieurs plans. Le monde arabe, comme nous l'avons dit, l'initiative de la route et de la ceinture passe par le monde arabe, passe géographiquement par le monde arabe. La Chine considère le monde arabe comme étant un partenaire extrêmement important. Elle puise, comme on l'a dit, son approvisionnement énergétique principalement du monde arabe. Il y a un tas de raisons qui font que, en effet, le monde arabe et la Chine partagent une communauté de destin. Si la Chine se porte bien, le monde arabe se portera par conséquent aussi bien. Il faut aller dans le sens d'un renforcement de cette coopération, dans le sens de l'élargissement de cette coopération, dans le sens de l'injection du facteur civilisationnel dans cette coopération, parce que, comme l'Occident ne le sait pas, mais comme les Arabes le savent et les Chinois le savent, tous deux sont issus de vieilles civilisations qui ont gouverné le monde, qui ont façonné le monde d'aujourd'hui et qui ont beaucoup de points communs et surtout de valeurs communes, puisque, comme nous le savons tous, les Occidentaux, l'Occident en général est en train de perdre ses valeurs, est en train de se retirer du train de la civilisation humaine en proposant des choses contre nature, en proposant des modèles rejetés par nos sociétés. De ce fait, donc, nous avons beaucoup en commun avec la Chine et nous partageons beaucoup de valeurs civilisationnelles en commun. Et en effet, sur ce plan-là, sur ce plan civilisationnel, culturel, qui est très important, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan technologique, scientifique, nous partageons effectivement avec la Chine une communauté de destin. Et la Chine, de son côté, a intérêt à ce qu'il y ait un monde arabe développé, riche, ou disons prospère, pour ne pas dire riche, pour qu'il y ait un marché important pour la consommation. Et le monde arabe a intérêt à ce que la Chine soit une puissance principale dans le monde et qu'elle joue pleinement son rôle pour la paix et la sécurité et la prospérité mondiale. Pour conclure, docteur, en tant qu'expert tunisien, quel rôle spécifique un pays comme la Tunisie peut-il jouer dans ce partenariat stratégique en pleine expansion entre la Chine et le monde arabe? La Tunisie, bien évidemment, est aussi une vieille civilisation et elle partage cela aussi avec la Chine. Il y a une synergie civilisationnelle entre la Chine et la Tunisie. La Tunisie a, sur le plan historique, un poids qui dépasse sa géographie, mais elle a aussi une géographie qui est tout à fait intéressante et importante, puisqu'elle occupe une place au cœur de la Méditerranée, qu'elle constitue le point d'union entre l'ouest méditerranéen et l'est méditerranéen, qu'elle contrôle le détroit de Sicile, par là où passe 40% ou plus du commerce mondial. Elle constitue la porte d'entrée vers l'Afrique et la porte de sortie de l'Afrique vers l'Europe. Donc la Tunisie a un emplacement de très grande valeur stratégique qui ne peut bien évidemment qu'intéresser la Chine. La Chine
en s'impliquant davantage en Tunisie, puisque, pour synthétiser, la Chine aujourd'hui a une présence économique très importante en Tunisie, mais cette présence économique consiste surtout à exécuter des travaux d'infrastructure, à exécuter des projets, grands ou moyens, mais elle n'investit pas encore en Tunisie. Nous souhaitons que la Chine ne se contente pas d'exécuter des travaux en Tunisie, mais investit en Tunisie comme elle le fait en Algérie ou même au Maroc. Surtout que la Tunisie peut présenter un très grand intérêt pour les investisseurs chinois, puisque avec l'entrée en vigueur de la taxe carbone, les produits chinois seront fortement taxés. Les produits chinois fabriqués en Chine seront fortement taxés, alors que la Tunisie a un accord d'association avec l'Union européenne et est très proche géographiquement de l'Europe, ce qui fait que les usines chinoises ou les produits chinois, quand ils sont fabriqués en Tunisie, paieront beaucoup moins de droits liés à la taxe carbone qui va progressivement entrer en vigueur en Europe, ce qui constitue un intérêt certain pour les deux parties, tant pour la Tunisie que pour la Chine aussi. Et en plus, d'autres domaines d'investissement qui est prometteur que sont les énergies renouvelables, l'énergie solaire, l'hydrogène vert, etc. Donc la Tunisie peut puissamment contribuer à fournir une plateforme très intéressante pour les investisseurs chinois dans le monde arabe en général et à proximité de l'Europe qui constitue jusqu'à aujourd'hui, elle constitue le premier marché mondial. Docteur Adnel Limem, merci beaucoup pour toutes ces idées. Chers auditeurs et téléspectateurs, merci aussi pour vous et à très bientôt.